Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce 24e webinaire de la saison de l'Association des journalistes de l'environnement. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui des responsables de l'Institut français pour le pétrole et les énergies nouvelles, l'IFPEN. Nous allons évoquer ce matin, vous le savez, les dernières actualités de la mobilité hydrogène. Et pour ce faire, nous recevons François Calédjian, qui est le directeur économie et veille de l'IFPEN, mais qui est également le coordinateur hydrogène, Stéphane Henriot, responsable pile à combustible au Centre de résultats de transport, et Bertrand Gatelier, responsable des moteurs à hydrogène au Centre des résultats de transport. L'actualité aujourd'hui, globalement, vous le savez, c'est qu'en principe, on devrait annoncer dans les mois prochains des bonnes nouvelles en matière de décarbonation des transports. François Calédjian vous dira quelle est l'ampleur de l'effort à accomplir. Et pour ce faire, il y a un certain nombre de technologies qui sont en lice, dont les technologies qui tournent autour de l'hydrogène. Alors, on a tous connu ces dernières années le moteur électrique entraîné par une pile à combustible, mais vous verrez qu'il y a une autre solution. François Calédjian, je vous propose de nous mettre un petit peu dans le bain de l'hydrogène. C'est un peu froid, mais ça nous rafraîchira. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quel est le contexte? Pouvez-vous nous brosser un petit peu le panorama? Merci Valérie. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire un rapide survol en fait de la problématique d'hydrogène et ensuite mes collègues iront plus dans le détail. Donc aujourd'hui, on est tous d'accord qu'on assiste à un vrai engouement autour de l'hydrogène et on peut se demander si cette vague qu'on vit actuellement, c'est une vague qui va durer. Donc, est-ce que c'est vraiment la bonne vague sur laquelle on va surfer? Alors, la réponse est probablement oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on s'est fixé des objectifs de neutralité carbone à atteindre à l'horizon 2050 et que l'atteinte en raison de la lutte contre le changement climatique et l'atteinte de cet objectif de neutralité carbone à 2050 exige la décarbonation forte de plusieurs secteurs qui sont émetteurs de CO2 et dont, par exemple, pour la France, le secteur des transports qui à lui seul fait près du tiers des émissions de la France. Et si on ajoute transport et industrie, vous voyez que finalement, on est quasiment à la moitié des émissions de CO2 de la France. Donc ces deux secteurs sont des secteurs tout particulièrement importants à considérer pour atteindre la neutralité carbone. Et donc, il s'agit de les décarboner. Alors, dans la slide suivante, euh, nous illustrons en fait cet objectif, hein, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire que aujourd'hui, ces deux secteurs peuvent utiliser et bénéficier de l'hydrogène pour se décarboner. Donc, le transport, c'est non seulement les voitures, hein, mais ça va bien au-delà de ça. C'est tout ce qui est mobilité lourde, terrestre, mais aussi aérien, maritime, fluvial, ainsi que ferroviaire. Et puis, donc, vous voyez que finalement, ces deux secteurs, que ce soit transport ou industrie, sont les secteurs qui seront les plus demandeurs de l'hydrogène, de telle façon que finalement, d'ici 2050, c'est une multiplication pour certains scénarios quasiment par 7 de l'utilisation de l'hydrogène auquel on va assister entre la situation d'aujourd'hui et la situation d'ici 2050. Et sur la droite de la slide que vous voyez, eh bien, on peut constater que rien que pour la demande en transport et l'utilisation de l'hydrogène pour le transport, c'est quasiment le quart de la consommation d'hydrogène totale auquel on va assister, avec une forte demande côté aérien, maritime, mais également sur la mobilité terrestre lourde. Donc, un grand enjeu pour l'hydrogène
et pour atteindre la neutralité carbone et décarboner les secteurs industrie et transport. Maintenant, on va focaliser sur le transport dans la slide suivante. Voilà, donc si on focalise sur le transport, vous voyez sur la slide, sur le côté droit de la slide, que l'hydrogène, finalement, a plusieurs avantages. 3 avantages: un temps de recharge, si on le compare à la recharge d'une batterie, une autonomie qui est procurée par l'utilisation de l'hydrogène, et puis aussi lorsqu'il s'agit de déployer de l'énergie, l'hydrogène aussi présente des avantages. Ce qui fait que si on regarde et contraste sur dans un graphe, ce qu'on voit en bas à droite, le positionnement de l'hydrogène comparé à celui de la batterie, hein. BEV, c'est Battery Electric Vehicles, FCEV, c'est tout ce qui est pile à combustible, fuel cell, et puis vous voyez dans le haut de la slide les options de fuel cell, mais aussi de moteur à combustion interne. Donc vous voyez que finalement, le domaine de l'hydrogène, fuel cell et moteurs à combustion interne à l'hydrogène, eh bien, c'est notamment pour des autonomies importantes et puis des mobilités lourdes pour le cas terrestre, donc tout ce qui concerne les bus, les poids lourds, mais aussi une utilisation intensive de mobilité, comme on peut le voir sur le graphe. Donc, un vecteur important de décarbonation des secteurs aériens, maritimes, mais aussi la mobilité lourde terrestre, avec 2 options, et c'est là-dessus qu'on va revenir: une option électrique avec pile à combustible, ou bien une option thermique avec moteur à combustion interne, moteur thermique. Dans la slide suivante, ce qu'on a fait à IFPEN, c'est de qualifier les performances de ces motorisations. Et donc, on a utilisé pour cela soit des calculs de coûts de possession des différentes options pour les véhicules. Alors, le coût de possession, c'est la somme de ce que coûte le véhicule, hein, l'investissement, mais aussi de l'énergie qui est nécessaire pour l'animer, des questions de maintenance, d'assurance, etc., puis d'utilisation. Donc, c'est la somme de tout ça qui fait le coût de possession du véhicule. Mais aussi, on a qualifié finalement son empreinte environnementale, que ce soit vis-à-vis des émissions de CO2, mais on peut le faire sur beaucoup de critères, comme les émissions de particules, comme l'impact sur l'eau. On peut regarder l'ensemble des critères. Là, on a représenté d'une part le coût de possession, d'autre part, on a représenté les émissions de CO2 de différentes options. Et vous voyez que sur ce slide, finalement, eh bien, en comparant les options hydrogène, c'est-à-dire vous voyez la version pile à combustible comparée à la version électrique, la batterie. Vous voyez qu'en termes de coût de possession à l'horizon 2040, les choses se rapprochent, de même qu'au niveau des émissions de CO2, sachant qu'en plus, bien, il y a une autonomie supplémentaire qui est apportée. Donc, la motorisation par pile à combustible sont tout à fait intéressantes dans certains segments de la mobilité, et notamment de la mobilité. Dans la slide suivante, voilà. Là, cette fois-ci, on compare finalement les 2 options pile à combustible et puis moteur à combustion interne de l'hydrogène. Alors, vous voyez que par rapport à une motorisation diesel, on est bien mieux disant en termes d'émissions de CO2 du fait qu'à chaque fois qu'on utilise le diesel, c'est ce qui est représenté par la grande barre gris clair, eh bien, on émet du CO2, ce qui n'est pas le cas dans l'utilisation d'un hydrogène décarboné pour animer les 2 options pile à combustible ou moteur thermique. Et vous voyez que finalement, si on compare les moteurs thermiques et les piles à combustible, on est relativement proche en termes de performance, en termes d'émissions, sachant que les grands enjeux de la pile à combustible, c'est d'une part de réduire l'empreinte de sa fabrication,
et puis d'améliorer aussi sa durabilité. Et puis pour le moteur thermique, c'est d'augmenter son rendement, sachant qu'on peut déjà avoir des rendements tout à fait intéressants. Mes collègues reviendront sur ce sujet. Alors, s'agissant du coût de possession, dans la slide suivante, on a comparé finalement les coûts de possession des versions pile à combustible et puis version motorisation thermique. Vous voyez que dans le cas d'une motorisation thermique, on est sur des coûts de possession qui semblent quand même très intéressants, réduits, puisqu'on part d'une fabrication qui est très proche de l'existant en termes de développement des moteurs à combustion interne. Est-ce qu'on peut juste revenir sur, expliquer un petit peu ce graphique, notamment ses résultats Alors, je pense qu'on va revenir dessus dans les D'accord. présentations qui suivent. Euh, donc, dans la slide suivante, puisque bon, il fallait être bref dans cette introduction, donc c'est ce que j'essaye de faire. Donc ici, finalement, dans ce tableau, on résume les défis qui se posent à la mobilité hydrogène, de même que les opportunités qu'elle procure. Et donc, on a classé ces défis et ces opportunités selon 4 grands critères, que sont les coûts, la maturité des technologies, leur robustesse et leur performance en termes d'émissions. Donc, vous voyez que là, on a comparé ce logo. C'est pour le logo, alors je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, mais le logo des pistons là, représente le moteur à combustion interne, alors que dans la colonne de droite, il s'agit donc du moteur de la pile à combustible. Et donc, si on compare ces deux options selon les critères qu'on a énumérés, vous voyez qu'il y a des opportunités pour chacun d'eux et puis des défis à relever. Alors, bien sûr, en termes de coût, il y a le coût de l'hydrogène, de production de l'hydrogène. Mais vous voyez que dans la version moteur à combustion interne, on n'utilise pas de métaux précieux comme des métaux du groupe platine. Et puis, comme on l'a vu, il y a un coût d'acquisition qui finalement n'est pas surenchéri. Et puis, on est sur des technologies assez éprouvées, de bonne robustesse et avec un bilan en termes d'émissions de CO2 tout à fait intéressant. Reste que c'est un moteur à combustion interne, même si il émet du bruit, très peu de NOx. Mes collègues reviendront sur ce sujet-là, mais plus que dans le cas d'une motorisation à pile à combustible. Alors, dans le cas de la pile à combustible, l'enjeu, c'est réduire le coût de la pile, améliorer aussi sa durabilité, la développer à l'échelle industrielle. Et puis, finalement, en termes d'opportunités, c'est ceux d'une motorisation électrique. Voilà ce que je voulais vous dire en termes d'introduction. Et puis, je vais donc maintenant donner la parole à Stéphane, me semble-t-il. Stéphane Oriot, qui est le responsable pile à combustible. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Haut et clair avec ma voix, peut-être pas, mais on va essayer quand même. Absolument. Donc, moi, je suis responsable pile à combustible au centre de résultats transport à IFP Énergie Nouvelle. Donc, le slide suivant, avec peut-être 2 clics, voilà, très bien. Donc, on est dans un domaine véhicule pile à combustible, veut dire véhicule électrique. L'énergie étant produite par l'hydrogène qu'on transforme en électricité à bord par la pile à combustible. Donc aujourd'hui, on va parler de véhicules et de transport décarboné, bien évidemment, à condition que l'électricité qu'on utilise pour produire l'hydrogène et pour après l'utiliser soit bas carbone. Un véhicule électrique à batterie, aujourd'hui, représente la meilleure technologie en termes de rendement énergétique. Si on regarde le petit tableau à droite, vous voyez que si vous prenez 1 kWh d'énergie sur le réseau électrique, avec un véhicule à batterie, donc BEV, vous allez récupérer 0,6, 0,7, 60% de cette énergie. Il va y avoir la distribution d'électricité, la recharge de la batterie, le groupe autopropulseur, donc le moteur électrique.
Vous prenez la même chose pour un véhicule pile à combustible. Si vous prenez 1 kWh sur le réseau électrique, il va d'abord falloir faire l'électrolyse de l'eau pour récupérer de l'hydrogène, comprimer cet hydrogène, le distribuer, le récupérer dans une pile à combustible. Et là, vous avez toute la cascade, l'enchaînement des rendements qui fait qu'on va tomber à un rendement qui va être de 23-30%. Donc, on est beaucoup plus faible sur un véhicule à pile à combustible en rendement global que sur un véhicule électrique. Si je le dis autrement, c'est-à-dire que vous prenez 1 kWh d'énergie sur le réseau électrique, vous allez faire 6 km avec un véhicule de ce qu'on peut trouver dans la rue, véhicule électrique avec une batterie de 50 kWh à peu près, si vous voyez de quoi je parle. Et puis, vous prenez la même chose avec un véhicule à pile à combustible, au lieu de faire 6 km, vous ferez peut-être 2-3 km. Donc, ça veut dire que partout où on peut utiliser un véhicule à batterie, il faudra utiliser un véhicule à batterie. Après, il y a des applications de transport intensif, on a besoin de forte autonomie, on a besoin de temps de recharge court. Le véhicule à batterie va trouver ses limites. Et donc, la mobilité hydrogène et la mobilité donc pile à combustible, véhicule électrique, peut être intéressante. On va trouver, comme l'a dit François tout à l'heure, qui sont les mêmes gammes de transport routier ou de transport ferroviaire que l'on peut trouver. Ça va être le poids lourd long routier, les bus plutôt longs, les cars régionaux, le train régional, le taxi, le véhicule hyper léger, où là, le camion qui va avoir besoin de beaucoup d'autonomie ne pourra pas avoir 3-4 heures pour faire le plein d'énergie électrique sur sa batterie. Et donc, l'intérêt de la pile à combustible apparaît. Sur le slide suivant, donc je reprends voilà, le petit schéma qu'a montré François tout à l'heure. Alors, la pile à combustible, on l'a passé à gauche cette fois-ci. Et on met en face les problématiques qu'il y a besoin, les défis qu'il nous faut relever. Donc, les deux du bas, le coût, l'impact environnemental, donc François en a parlé. Et puis moi, je vais développer un petit peu les trois autres sujets qui sont d'actualité, qui vont être l'autonomie, le refroidissement et la durabilité, qui sont des défis importants pour l'application pile à combustible aujourd'hui. Sur le slide suivant, on arrive donc sur la partie autonomie. Donc, sur le schéma de droite, on va trouver des courbes de rendement entre… Alors, sur la partie, on est le rendement du système global par rapport à la puissance qu'on va demander au moteur électrique. Donc, en bas à gauche, vous allez avoir le ralenti ou le moteur à l'arrêt. Et puis, quand vous allez vers la droite, vous augmentez la puissance du moteur, c'est-à-dire que vous êtes en train de monter un col avec pleine puissance sur le véhicule. Et on voit que le rendement, sur une pile à combustible, contrairement à un moteur où il va monter de façon continue pour être maximal à forte puissance, sur une pile à combustible, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on a des très, très bons rendements quand on est à faible puissance, et puis le rendement diminue, mais il reste quand même à 45-50% sur les points de forte puissance. Et on voit que des sujets d'intérêt pour augmenter l'autonomie du véhicule, ça va être de travailler sur ces courbes de rendement. Donc, les sujets de R&D sur lesquels on va pouvoir s'intéresser, ça va être bien évidemment la partie stockage. Ça, on n'y travaille pas spécialement de notre côté, mais les constructeurs automobiles travaillent énormément sur la partie stockage hydrogène. Pour transporter 1 kg d'hydrogène aujourd'hui, il faut 20 kg de réservoir. C'est-à-dire qu'un véhicule léger, vous avez 5 kg d'hydrogène. Un véhicule poids lourd, vous allez avoir 40-50 kg d'hydrogène. Vous voyez tout de suite que vous avez des poids de réservoir qui sont importants. Donc, ça, c'est un sujet. Et l'autre sujet, c'est la partie rendement. C'est si on voit que là, entre deux courbes, un système très bien intégré où on a vraiment travaillé sur l'optimisation énergétique du système, on arrive à gagner et à avoir des choses qui permettent de gagner en efficacité et donc en autonomie du véhicule. C'est un système électrique, donc il y a toujours une batterie et il y a une pile à combustible. Et le fait de gérer intelligemment l'énergie du système global peut permettre de gagner en autonomie complète du système. Alors, je l'avais rappelé, le rendement élevé, ça veut dire une consommation moindre, une autonomie augmentée. Si à chaque fois sur mes slides, j'ai mis un petit astérix pour les sujets que l'on peut traiter nous côté IFPN. Si on passe sur la partie suivante qui concerne, si je me rappelle bien, le refroidissement, voilà, quand on dit qu'on a un rendement de 50%, ça veut dire que si vous mettez 1 kWh d'énergie dans la pile, vous allez récupérer à la sortie 0,5, donc 50% de cette énergie en électricité pour faire tourner le moteur électrique. Et vous allez aussi perdre 50% de cette énergie en énergie perdue, c'est-à-dire en chaleur. Et donc, une problématique de pile à combustible, il faut pouvoir évacuer cette chaleur, qui sont aussi des sujets importants. En plus, les piles actuelles et les électroniques de puissance qui permettent de les fonctionner travaillent sur des températures relativement basses, puisqu'il faut qu'on reste à 75-80 degrés Celsius pour avoir des bons fonctionnements.
Donc là, l'impact, ça va être, il va falloir trouver des surfaces d'échange de radiateurs importantes. Mais si on met des surfaces d'échange importantes sur un poids lourd, ça peut se faire au détriment de la traînée, donc ça peut entraîner des surconsommations. Donc là, il y a des choses aussi à travailler. Et puis, ça veut dire aussi des radiateurs et des ventilateurs pour refroidir ces radiateurs si l'air généré par l'avancement du camion ne suffit pas. Et donc là aussi, il va y avoir une consommation énergétique. Donc là, on voit que toute la partie refroidissement, la partie encore intégration entre les différents systèmes dans le véhicule peuvent permettre de gagner en refroidissement et peuvent permettre de gagner en efficacité de la pile à combustible. Et puis, si on peut aussi augmenter les températures de fonctionnement des piles à combustible, mais ça va travailler sur des matériaux de piles à combustible, c'est des choses que l'on fait pas côté IFEN. Et enfin, sur la troisième partie, la partie durabilité, dont je vais parler aujourd'hui, voilà. Une pile à combustible, même s'il n'y a pas d'éléments tournants, c'est un système électrochimique donc, qui peut vieillir. Aujourd'hui, une pile à combustible ne dure pas la durée de vie du camion. Ça veut dire qu'au cours de la vie du camion, il faudra remplacer la pile à combustible qui a un coût assez important. Et sans compter que quand ça commence à se dégrader, on revient dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les rendements diminuent, donc les pertes thermiques augmentent. Et à un moment donné, si le rendement se dégrade trop, il faut changer la pile avant d'avoir quelque chose qui ne soit pas énergétiquement intéressant. Donc, les problématiques de durabilité de pile, ça va être là encore des travaux sur les matériaux, sur comment on peut faire fonctionner la pile. Comprendre les mécanismes de vieillissement pour essayer d'interagir dessus. Donc, on a un certain nombre d'outils de modélisation, de simulation qu'on va développer pour essayer de comprendre et d'améliorer ce fonctionnement. Et puis, j'ai dit encore tout à l'heure, c'est un système tout intégré. Donc, si on arrive à ne pas aller utiliser la pile dans ses retranchements comme on ne va pas utiliser une batterie dans ses retranchements sur un véhicule électrique, on arrive à augmenter la durée de vie du système global en gérant intelligemment l'énergie entre les différents systèmes énergétiques du véhicule. Donc là encore, des travaux sur la partie contrôle de l'énergie, gestion intelligente de l'énergie à bord du véhicule. Enfin, pour terminer, côté IFEN, nous ne travaillons pas tout seuls sur ce sujet, bien évidemment. Nous travaillons donc sur des projets avec des partenaires industriels, des partenaires académiques, dans le cadre de projets subventionnés qui soient français, avec des financements de l'ADEME, de l'ANR, le PEPR hydrogène qui a été validé en tout début d'année et certains projets vont démarrer d'ici la fin de l'année. On est en étroite collaboration avec les laboratoires académiques qui vont être les trois les plus gros, les plus connus en France aujourd'hui. Ce sont le FEMTO-ST à Montbéliard, le laboratoire Laplace à Toulouse ou le LEMTA à Nancy. Et puis, on va travailler avec des grands groupes français ou des PME, PMI. Donc, on va trouver Siemens, on va trouver Lyon, on va trouver Enogia, on va trouver Vitesco. Voilà, donc, il y a un certain nombre d'acteurs que je peux citer. Il y en a d'autres que je ne peux pas citer aujourd'hui. Mais bien entendu, nous travaillons dans un écosystème global par rapport à ça pour faire avancer la compréhension et la problématique de la mobilité et puis la combustible. J'en ai terminé pour moi. Je pense que je vais passer la main à Bertrand sur la partie moteur à combustion interne. Alors, place à Bertrand Gatelier, le responsable moteur à hydrogène au centre de résultats de transport. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais vous parler de la deuxième voie d'utilisation de l'hydrogène pour la mobilité, à savoir utiliser l'hydrogène comme combustible dans un moteur à combustion interne. Passer à la slide suivante. Donc, en 2019, on a décidé de rebalayer l'intérêt d'utiliser l'hydrogène. Ce n'était pas une idée nouvelle, il y avait déjà eu des applications, notamment BMW avait fait une tentative de mise en production d'un véhicule à fonctionnement à l'hydrogène. Mais donc, fort en fait des avantages qu'a pu vous présenter François au départ, relatifs au coût, à la maturité, à la robustesse de cette solution, on a décidé de rebalayer l'intérêt en 2019, comme je l'ai dit. Et pour ça, on s'est appuyé sur les progrès qu'on avait pu effectuer sur les motorisations essence et gaz ces dernières années pour énormément gagner en rendement, en couple et en puissance sur ce type de motorisation.
Il est bien de rappeler que la combustion hydrogène, justement, reprend des principes de la combustion essence ou gaz. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a, avec nos outils de simulation, on est venu tester cette solution sur un certain nombre de segments qui vont du véhicule particulier au ferroviaire, en ciblant, comme on l'a dit tout à l'heure, des applications pour lesquelles l'utilisation de véhicules ou de schémas de propulsion électrique à batterie ne répond pas à tous les usages. Donc, c'est-à-dire des usages à forte intensité énergétique, comme on peut trouver dans la compétition, ou également dans les véhicules utilitaires lourds, et puis comme l'a dit Stéphane, les bus, les poids lourds, les engins de travaux publics, le fluvial, le maritime et le ferroviaire. Et quand on a fait en fait, ces simulations, on a été conforté sur la pertinence de cette voie de conversion de l'hydrogène. Alors néanmoins, comme on va le voir dans la slide d'après, on pouvait donc, on avait deux principaux verrous, s'assurer qu'effectivement on pouvait atteindre un bon rendement et puis de très faibles émissions d'oxyde d'azote. Donc pour ça, sur une boucle courte, on a mis en place ce type de combustion sur un monocylindre. Et on s'est rendu compte que oui, il était possible, comme on peut le voir en fait sur le graphique de droite, d'atteindre de bons rendements, des rendements à peu près comparables aux motorisations gaz, proches des rendements des moteurs diesel, et puis surtout des émissions d'oxyde d'azote, comme on peut le voir, quasi nulles. Néanmoins, donc, sur la slide d'après, voilà, on a des challenges à relever. C'est d'avoir en fait des émissions d'oxyde d'azote très très faibles sur l'ensemble de la plage de fonctionnement du moteur. Un agrément identique au moteur diesel d'origine, c'est-à-dire donc réaugmenter encore les couples et la puissance de ce type de motorisation. Et pour ça, donc IFP Énergie Nouvelle, on travaille sur le système de combustion. La boucle d'air, alors pourquoi la boucle d'air? Alors la boucle d'air, c'est tout le système de suralimentation du moteur, parce que pour atteindre des émissions d'oxyde d'azote très faibles, on fait fonctionner le moteur, ce qu'on appelle en excès d'air, ou en combustion mélange pauvre, de manière à avoir des émissions d'oxyde d'azote les plus faibles, ce qui pose en fait des enjeux sur le système de suralimentation. On travaille également sur le contrôle moteur, les systèmes de post-traitement et les matériaux. Si on peut passer sur la slide d'après. Et donc, ce que l'on constate, nous, de notre côté, c'est qu'on a une activité en très forte croissance ces 24 derniers mois, avec des industriels. Donc, on voit ici l'évolution en fait, de l'effort que l'on consacre à IFP Énergie Nouvelle sur cette thématique, en croissance, des partenariats, c'est pareil, en croissance, des contractualisations en croissance. Et également, en fait, on a modifié, on a adapté nos moyens d'essai, nos moyens de simulation en premier, et puis des moyens d'analyse. Et aujourd'hui, on a 3 bancs d'essai qui peuvent tourner sur des motorisations à hydrogène. Et ces bancs d'essai, ils sont localisés sur le site de Lyon, au sud de Lyon. Si on peut passer à la slide d'après. Et là, ici, vous avez en fait un exemple des différentes collaborations en cours, donc ce que l'on peut rendre public et ce que l'on ne peut pas rendre public. Donc, on est notamment sur 2 projets Coram, un projet dont le leader est Renault Trucks. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une démonstration de poids lourds qui fonctionne avec une motorisation hydrogène. Et puis, dans un autre segment, on a le projet IMOT qui s'intéresse aux véhicules utilitaires de type master ou jumper, c'est-à-dire des véhicules utilitaires plutôt lourds et qui demandent de fonctionner en fait à forte puissance. On a également bâti des collaborations avec des acteurs clés, des collaborations avec BorgWarner pour le système d'injection, Tenneco pour le système d'allumage et puis Total Energy pour le lubrifiant. Et puis on a des prestations pour des clients motoristes. On peut passer à la slide d'après. Donc aujourd'hui, on peut considérer qu'on peut constater une très forte accélération dans le monde
des travaux sur les motorisations hydrogène. Donc, on a le pôle véhicules du futur qui a recensé plus de 100 projets dans le monde. On voit également, là, notamment ces derniers mois, des constructeurs qui commencent à communiquer sur le sujet. Et donc, en fait, le principe de ce slide, en fait, hein, c'est de montrer que on a une certaine effervescence autour de l'application de l'hydrogène dans un moteur à combustion interne et que ça fait sens pour les différents segments, le poids lourd bien évidemment, les engins de travaux publics, mais également en fait, dans le domaine de la compétition ou les véhicules utilitaires légers. Alors, en conclusion, et de manière à ouvrir après le débat dans les différentes questions, on peut dire que pour toutes les applications où l'utilisation de l'énergie stockée dans une batterie entraîne à des limitations d'usage, l'utilisation de l'hydrogène est une solution pour réduire fortement le gaz à effet de serre, comme l'a montré François. Donc, il y a deux solutions qui existent, le moteur et la pile à combustible. Alors, chacun, comme vous avez pu voir, en fait, ont leurs avantages et leurs limitations. Alors, en résumé, on peut dire que le moteur thermique présente l'avantage de pouvoir utiliser une chaîne de production déjà existante. Quant à la pile à combustible, elle bénéficie des avantages d'un moteur électrique. Je pense que ça va ouvrir le débat sur les questions. Et donc, François, Stéphane et moi, on sera ravis d'y répondre. Merci Bertrand. Je crois que vous avez parfaitement introduit la séance de questions-réponses. Qui veut se lancer? Moi, j'aurais bien aimé pour débuter cette session que l'un d'entre vous revienne précise un petit peu les questions de coût, notamment pour les véhicules légers. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Coût pour les véhicules légers? Oui, c'est ce que vous évoquiez C'était tout au début. C'était plutôt les poids lourds dont on a parlé que les véhicules légers. Pardon, autant pour moi. Les véhicules légers, ce n'est pas réellement la cible pour la mobilité hydrogène, hormis peut-être effectivement des taxis, des choses comme ça. Mais pour Oui, donc c'était plutôt les véhicules lourds, autant pour moi. Ouais. Je crois que c'était au début, la slide 5 peut-être. Oui, donc si vous mettez cette slide-là. C'est celle-là. Hein. Donc en fait, encore une fois, hein, dans ces coûts vous la présentez? On ne la voit pas là. Pardon. Alors, je pense qu'il y a une flèche, une possibilité de partager l'écran. Voilà. Donc ces coûts de possession, en fait, ils agrègent un certain nombre de contributions à l'ensemble du coût. Donc, vous avez en noir ce qui correspond en bas de colonne, là où on a comparé, vous voyez, plusieurs motorisations, diesel, hybride rechargeable, bio-GNV, batterie ou pile à combustible. Hein, on a fait ça sur pas mal d'autres options, mais en tout cas là, c'est ce qui est représenté. Et chacune des colonnes représente le coût total de possession qui intègre non seulement l'achat du véhicule, donc c'est ce qui est l'investissement, mais également l'énergie, le coût de l'énergie à utiliser pour faire avancer le véhicule. Donc, vous voyez, notamment pour le diesel, c'est la grosse partie finalement du coût global. Il y a tout ce qui concerne la maintenance, hein, quand on va chez le garagiste, etc. Et puis, ensuite, il y a l'assurance du véhicule et puis l'utilisation aussi, en cas de batterie ou de pile à combustible, du coût de l'électricité. Donc là, je pense
que dans les coûts d'électricité, on a pris la période avant la crise actuelle, hein, puisque aujourd'hui, vous savez que l'électricité s'est envolée. Oui, Mais, donc ça risque d'évoluer, effectivement. ouais, ça vaut pour les coûts d'électricité qu'on connaissait jusqu'à présent. Donc voilà, donc on fait la somme de toutes ces contributions et sur une utilisation identique du véhicule, hein, vous voyez, 90 000 km par an, hein, là il s'agit bien d'un poids lourd, sur une période de 12 ans, eh bien, on compare du coup à combien revient l'utilisation de ce véhicule avec ses différentes options de motorisation. Alors, y a-t-il des questions, des remarques? Olivier Cognas, Degen. Bonjour, Olivier Cognas pour l'usine Noël. Donc sur l'hydrogène, vous avez donc surtout parlé des poids lourds et vous parlez beaucoup d'essais, de projets en cours, mais il y a quand même aujourd'hui quelques dizaines de bus en France et quelques centaines dans le monde qui roulent notamment. On sait qu'il y a encore des commandes qui vont être livrées prochainement. Est-ce que vous avez étudié, parce que là ça permet de voir en conditions réelles comment ça fonctionne, les points positifs, négatifs, sachant qu'on n'a pas encore d'hydrogène vert, ça c'est un petit souci. Et dernière question, vous n'avez pas abordé ce sujet, est-ce que pour vous, dans l'aéronautique, l'hydrogène c'est une solution ou c'est un doux rêve? Moi, je peux prendre peut-être, Stéphane et Bertrand, je peux prendre la dernière rapidement. T'as dégainé le premier. Je prends la première. Donc, sur l'aérien, ce que nous pensons, c'est que la façon d'utiliser le plus rapidement l'hydrogène, c'est sous forme de carburant de synthèse. Voilà. Et ce qui est une façon finalement de produire des carburants décarbonés. Bon, ça fait un peu bizarre de parler comme ça, mais si on utilise par exemple de l'hydrogène et puis du CO2 capté dans l'air, soit directement, soit à partir d'une combustion de biomasse, eh bien, à ce moment-là, on peut construire, fabriquer des carburants décarbonés propres à alimenter le secteur de l'aviation. D'ailleurs, nous-mêmes, à IFPEN, on travaille sur, alors ça s'appelle aussi des e-fuels, et nous travaillons à IFPEN sur la production de e-biofuel, c'est-à-dire où on part de biomasse et on utilise dans le process de conversion de la biomasse de l'hydrogène décarboné pour aboutir à des carburants sans carbone, voilà, et qui sont tout à fait propres à être utilisés dans le secteur de l'aviation. Voilà. Donc, ce n'est pas un doux rêve. C'est pas un doux rêve dans la mesure où on l'utilise, l'hydrogène mixé dans un carburant. Donc, si je prends la première question, donc sur la partie bus notamment, donc alors je ne peux pas en parler parce qu'on est en cours de signature et on n'a pas encore signé le contrat, mais on va suivre une flotte de bus à hydrogène en circulation à partir de la fin de l'année, pendant 3 ans. Donc pour pouvoir justement récupérer un certain nombre d'informations de ce de l'usage, vraiment, enfin de l'utilisation d'hydrogène pile à combustible sur des bus, alors plutôt des 18 mètres, hein, des bus longs articulés. Et on pourra avoir un retour vraiment terrain par rapport à ce qui se passe et comment ça se passe. Il n'y a aucun premier résultat pour l'instant sur il n'y a aucun premier résultat. Les bus sont à peine livrés et ne sont pas encore en service. Donc, non, mais je veux dire, sur d'autres flottes, il n'y a pas de résultat déjà disponible dans la littérature. Donc, là-dessus, il doit y en avoir, mais je n'ai pas connaissance obligatoirement de tout. Et on a une étude qui va sortir avec l'ADEME, où on a comparé le transport lourd à hydrogène. Donc, une étude qui a comparé du poids lourd 44 tonnes, du car régional, du bus articulé 18 mètres, voire un engin de chantier type pelle 70 tonnes. Donc là, ça doit sortir incessamment sous peu, avant les vacances, normalement, côté ADEME.
Et donc là, c'était une comparaison fonctionnement mobilité hydrogène à ce niveau-là. On n'a pas comparé par rapport à la batterie parce qu'on s'est dit on est vraiment dans les applications qui seront sur l'utilisation a priori plus difficile pour la batterie. Donc on est resté sur mobilité hydrogène et on a comparé des utilisations moteur hydrogène versus pile à combustible avec certains avantages et notamment le bus. Le bus qui a un fonctionnement qui est quand même sur des points, je vous disais tout à l'heure, pas très chargé, de beaucoup d'arrêts, beaucoup de circulation en ville, qui récupère énormément d'énergie au freinage. Un avantage par rapport à de la pile à combustible, donc d'un véhicule électrique versus l'hydrogène, qui est moins vrai sur la partie poids lourd long routier. Mais ça, c'est une étude qui va sortir. Je ne peux pas dévoiler non plus les résultats parce que ça va sortir tout normalement dans les 15 jours qui viennent. Et là, on va attendre la fin du mois. Y a-t-il d'autres questions, remarques ou suggestions? Toujours moi, s'il n'y a pas d'autres questions. Sur le ferroviaire, on commence à avoir des trains roulés. Pour vous, c'est une bonne alternative à l'électrification qui coûte quand même assez cher sur certaines lignes, notamment sur les réseaux secondaires. Le ferroviaire n'a pas l'air d'inspirer beaucoup. Oui, mais non, on ne travaille pas énormément sur le ferroviaire. Après, j'ai un avis personnel sur la question et je considère que c'est une bonne, c'est un bon cas d'usage justement où la pile à combustible où la mobilité hydrogène peut avoir un intérêt par rapport à l'électrification de lignes. Vous avez plein de petites lignes en France qui sont pas électrifiées et qui coûteraient énormément d'argent à électrifier. Et je pense, mais c'est un point de vue très personnel, que la mobilité hydrogène sur ce réseau-là peut avoir un intérêt très bénéfique. Ouais. Mais là, vous voyez, les deux constructeurs de trains européens aujourd'hui font des propositions sur des trains piles à combustible hydrogène. Et on n'a aucun retour sur les bénéfices, les inconvénients, les coûts de maintenance, etc. C'est pas encore de retour d'expérience. Non, il n'y a pas encore ça. Je pense que les offres commencent à arriver. Il y a encore très peu de trains piles à combustible qui circulent. Mais je sais que les deux gros constructeurs de machines ferroviaires ont une proposition, ont une solution, chacun leur carton, sur le terrain même. Autre question? Alors, je vais lire la question de Caroline Marie qui est dans un train, on ne sait pas s'il est électrique ou diesel. Est-ce que les Outre-mer pourraient bénéficier de bus à hydrogène ou cette technique serait trop compliquée pour l'instant dans ces territoires? Tu veux répondre, François? Alors, il y a plusieurs choses, mais déjà, il faut avoir une approche un peu système de cette affaire-là. Donc, il faut avoir une électricité décarbonée, ensuite un électrolyseur qui produit de l'hydrogène. Donc, voilà, il faut équiper ces territoires avant de passer au bus, hein, il faut déjà produire l'hydrogène. Donc, il faut bien considérer l'ensemble du système. Mais on voit déjà qu'il y a ça nécessite quand même des infrastructures, voilà, avant de faire avancer un bus avec l'une ou l'autre des deux options dont on a discuté. Alors, on a vu que certains pays envisagent de faire produire leur hydrogène outre-mer, parfois même fort loin. Est-ce que c'est imaginable d'alimenter certains de nos outre-mer par des méthaniers à hydrogène pour alimenter? Oui, non, mais vous avez raison. Si l'hydrogène se déploie comme on peut l'imaginer, ce qui correspondait au premier graphe que j'ai montré, où on arrivait à 500 millions de tonnes d'utilisation d'hydrogène à l'horizon 2050, ce qui pourrait représenter
une quinzaine de pourcents du mix énergétique à l'époque, 2050, on peut imaginer que tout ça, 15% de mix énergétique, c'est pas loin de ce que représente le gaz naturel aujourd'hui. On peut imaginer qu'effectivement, l'hydrogène ne soit pas à produire et consommer sur place, hein, mais qu'il y ait des échanges et des échanges à très longue distance. On voit par exemple qu'il y a des discussions entre l'Allemagne et l'Australie, hein, pour l'Allemagne importer de l'hydrogène, puisque le développement de l'hydrogène en Allemagne se fera essentiellement par de l'importation. Donc oui, on peut imaginer ensuite qu'il y ait des bateaux, du transport par bateau d'hydrogène, alors dans des équivalents comme vous le dites, hein, de méthanier. Ça, c'est possible, sachant qu'une bonne partie aussi des échanges se fera par pipe. Donc pourquoi pas un méthanier qui viendrait alimenter la Martinique, Mais là encore, je pense qu'il faut regarder, comme disait François, le système dans son ensemble. C'est à quel coût? l'hydrogène versus l'électrique. Et puis il faudra regarder le coût, hein, parce que tout ça, ça se paye. Hein. Si Le vous avez transport par bateau se paye. Hein. tout ce qui est bus et qui rentre au bercail le soir peut très bien s'adapter à l'hydrogène parce qu'il va y avoir une borne de distribution d'hydrogène, mais peut aussi très bien s'adapter aux véhicules électriques parce qu'il y aura une borne de recharge à disposition. Donc c'est vraiment l'ensemble. Il ne faut pas regarder, se dire c'est la mobilité hydrogène qui est la meilleure à cet endroit-là ou c'est la mobilité électrique qui est la meilleure dans cet endroit-là. Il faut vraiment faire l'analyse globale Oui. et de regarder qu'est-ce qui a du sens au final. Poser la question du transport par bateau, parce que finalement, une partie de la production d'électricité dans les Outre-mer aujourd'hui est faite à base de fuel importé. Et on a vu, lors de la COP26 au mois de novembre dernier, la Belgique, je crois, qui a conclu un accord avec la Namibie pour la production à long terme d'hydrogène qui serait effectivement acheminé par bateau. Donc, oui, mais vous imaginez les volumes pour que ça soit rentable, quoi. Donc après, il y a des problèmes de dimensionnement en termes d'utilisation. Je ne sais pas combien il y a de bus qui seraient nécessaires. Enfin, moi, comme ça me semble un peu… oui, le dimensionnement du système me semble quand même un peu compliqué. Voilà. Mais comme le dit très bien Stéphane, ça mérite étude. Mais comme ça semble compliqué. Après, comme l'a dit François, tout est question de coût, mais aujourd'hui, il y a des acteurs qui se positionnent sur de la production locale d'hydrogène à partir d'énergies vertes locales, donc soit par des panneaux solaires ou des éoliennes. Après, effectivement, c'est un hydrogène qui sort avec un coût qui n'est pas le coût qu'on envisage à échéance post-2030, où on va avoir justement une production massive d'hydrogène vert. Donc, pour revenir à la question, est-ce que c'est aujourd'hui ouvert en fait au territoire d'outre-mer? Oui, ça peut être ouvert au territoire d'outre-mer au travers en fait de production locale, mais à un coût assez élevé de l'hydrogène. De toute façon, la consommation d'énergie dans les Outre-mer, c'est de toute façon un coût beaucoup plus élevé qu'en métropole, d'une façon générale. Question de Guérit Poncé. Oui, bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup pour vos interventions, c'était passionnant. Une question un peu peut-être précise, mais malgré tout, c'est sur les militaires, et les militaires lancent souvent des modes. Est-ce que vous pensez que les piles à combustible et l'hydrogène en général peuvent être intéressants pour les véhicules militaires, notamment terrestres? Je sais que le ministère des Armées a lancé un projet sur les véhicules hybrides, parce qu'ils permettent d'approcher en toute discrétion, etc. Mais est-ce que les contraintes de l'hydrogène, à votre avis, si ça fait partie si c'est dans vos cordes, peuvent être compatibles avec les cahiers des charges des militaires? Et deuxième petite question juste, mais liée au spatial cette fois-ci, on a un acteur Ariane Group et Ariane Espace qui fonctionne à l'hydrogène pour ses lanceurs depuis des décennies. Est-ce que c'est un avantage d'avoir cette expertise-là en France, ou est-ce que c'est pas du tout déclinable pour les usages dont on a parlé aujourd'hui? Merci beaucoup. Okay. Je vais peut-être prendre la deuxième partie de la question sur l'expérience de Ariane. On n'a pas trop parlé des réservoirs hydrogène. Donc aujourd'hui, l'hydrogène il est stocké sous forme gazeuse, donc soit
à 350 bars, soit à 700 bars. Et il y a des gens qui travaillent en fait sur le stockage cryogénique. Et typiquement, donc Ariane aujourd'hui utilise de l'hydrogène stocké sous forme cryogénique. Donc ces réservoirs-là, François a très bien répondu sur la partie aviation. Hein. Donc, est-ce qu'on va utiliser de l'hydrogène ou des e-fuels? IFP Énergie Nouvelle, on pense que le mieux, c'est d'utiliser des e-fuels. Mais dans le cadre d'une utilisation de l'hydrogène dans l'aviation, c'est bien ce type de réservoir en fait, qui compte mettre en place. Et effectivement, vous avez pu voir en fait, dans la presse que Mercedes, en fait, aujourd'hui, ils ont un camion qui roule avec de l'hydrogène cryogénique. Et ça peut être une voie effectivement future qui va permettre de réaugmenter en fait, l'énergie embarquée dans les camions ou dans d'autres types d'engins routiers. J'imagine que le coût de l'hydrogène cryogénique n'est pas tout à fait le même que celui de l'hydrogène gazeux. Et oui, après, la production d'hydrogène sera la même. Après, c'est la manière dont on va venir en fait, la distribuer. Il faut le refroidir très froid. En fait, voilà, j'ai répondu à la deuxième partie de la question, c'est est-ce qu'il y avait finalement une synergie avec les activités d'Ariane? Oui, je le pense dans la partie réservoir. Donc Stéphane, tu réponds pour les militaires. Alors. En général, c'est ça, vous prenez la deuxième partie, je prends la première. Merci les gars. Donc côté militaire, il me charrie parce que l'IFEN pilote un projet sur la gestion optimisée des plateformes militaires donc avec les trois armées, donc Naval Group, Safran et puis Arcus Défense. Donc j'ai participé à une table ronde il y a 15 jours d'ailleurs à Eurosatory sur le sujet organisé par Arcus. Donc la partie de l'électrification des plateformes militaires est posée, avec une problématique, c'est que l'OPEX privilégiera toujours la partie écologique. On a pu voir cet an dernier que alimenter les chars ou les engins en énergie sur le champ de bataille n'est pas obligatoirement une mince affaire. Donc l'hydrogène fait partie de la feuille de route que les militaires regardent. Ça ne sera sans doute pas au même niveau entre terre, air, mer. Il y aura des problématiques différentes. Il y aura toujours la problématique d'approvisionnement de l'énergie en OPEX qui sera sûrement prépondérante à tout niveau, avec peut-être des choses qui sont par la partie transit, entre guillemets, et la partie vraiment activité. Mais ça fait partie des sujets, oui, qui regardent. Mais est-ce que c'est là que ça viendra en premier? Je ne suis pas sûr. Merci beaucoup. On peut éventuellement évoquer, c'est un petit peu à côté, mais l'alimentation de navires par ammoniac, est-ce que c'est une chose sur laquelle travaille la Marine nationale ou pas du tout? Alors là, je ne suis pas dans les secrets de la Marine nationale, vous imaginez bien. Mais l'ammoniac, alors là, on parle de combustion en général, de moteur à combustion. Bertrand t'en parlera peut-être mieux que moi, mais aujourd'hui, sur la partie maritime, peut-être. On le sent peut-être plus sur la partie maritime avec des pétroliers qui transportent déjà de l'ammoniac dans leur soute et qui ont la matière première à bord, plutôt que d'alimenter un navire spécifiquement, et donc un navire militaire spécifiquement à l'ammoniac. Ça fait partie des choses qu'il y a dans les cartons qui sont regardées aujourd'hui. De là à ce que ça débouchera, j'en sais rien. Il y a l'enjeu de toxicité aussi de l'ammoniac. Bon, après, ça va dépendre de comment on va transporter l'hydrogène. Si demain, on voit un marché mondial de l'hydrogène vert, on va se poser la question du transport de cet hydrogène. Donc, on peut le transporter de différentes manières. Hein. Soit on transporte l'hydrogène, soit on transporte finalement un vecteur qui comporte de l'hydrogène. Donc, en premier, l'ammoniac, mais il n'y a pas que l'ammoniac. Et il est toujours intéressant en fait, de brûler la cargaison dans un moteur à combustion interne, dont justement en fait, des motorisations à combustion interne qui brûlent l'ammoniac. On peut voir aussi des moteurs à combustion interne qui brûlent un mélange d'ammoniac et d'hydrogène, avec donc une transformation à bord en fait, d'une partie de l'hydrogène de l'ammoniac en fait, pour pouvoir justement améliorer la combustion de l'ammoniac.
Plus généralement, effectivement, on travaille sur ces molécules hôtes de l'hydrogène, hein, qui sont donc des porteurs d'hydrogène, ces molécules porteurs d'hydrogène, donc notamment l'ammoniac, mais il n'y a pas que ça. Et l'intérêt de ces molécules porteurs d'hydrogène, c'est de pouvoir porter cet hydrogène dans des conditions de pression et de température plus standards. Maintenant se pose la question de l'énergie nécessaire pour intégrer l'hydrogène dans cette molécule. Et puis ensuite, si on a à utiliser l'hydrogène en tant que tel, de dissocier cet hydrogène de la molécule. Donc tout ça demande un bilan énergétique à regarder. Mais par ailleurs, il y a des avantages en termes de conditions de transport de l'hydrogène. Au moment je reviens à un truc anecdotique, mais de la signature de l'accord entre la Belgique et la Namibie, on a évoqué évidemment la question du transport de l'hydrogène sur de longues distances. Est-ce que c'est quelque chose qu'on sait faire aujourd'hui et dans de bonnes conditions de sécurité et d'économie, ou est-ce que pour l'instant, on ne sait pas bien si c'est techniquement possible, à quel coût? Non, le transport par pipe de l'hydrogène se pratique sur de longues distances. Grosso modo, alors soit avec des pipelines avec un acier adapté, soit avec des pipelines qui ont été développés pour d'autres usages, mais à ce moment-là, il faut les équiper d'internes qui permettent d'éviter la fragilisation de l'acier par l'hydrogène. Le coût de transport par pipeline, il n'est pas très élevé, hein. C'est de l'ordre de quelques dizaines de centimes par kilo d'hydrogène par millier de kilomètres. Donc, c'est pas assez comparé à des... Vous voyez, les prix rendus à la pompe aujourd'hui de l'hydrogène, c'est 10, 12 euros kilo d'hydrogène aujourd'hui, avec l'idée qu'on fasse baisser cette affaire-là, parce que ça, c'est pas économique. Mais donc, un transport par pipeline sur de longues distances qui se pratique. Aujourd'hui, on consomme 100 millions de tonnes aujourd'hui d'hydrogène dans le monde. Donc, ça se transporte, notamment dans le Benelux, etc., proche de nous. Donc, ça se pratique en sécurité, mais c'est pas très onéreux. Et par bateau, c'est quelque chose qu'on sait faire? Par bateau, là, il faut développer justement ces bateaux parce qu'il y a pas mal de choses. On peut procéder par adjacence par rapport à des méthaniers. Après, il y a le contrôle. Mais là, peut-être que Bertrand ou Stéphane pourront être plus précis que moi, mais il y a le contrôle du boil-off, là, de l'évaporation de l'hydrogène. Enfin, il y a quand même des éléments à regarder pour l'utilisation, le transport de l'hydrogène dans ce type d'énormes bateaux équipés de grosses demi-sphères pour transporter l'hydrogène à l'état liquide. Y a-t-il d'autres questions ou remarques ou suggestions? Ou avons-nous fait le tour de l'hydrogène? On a épuisé tout le monde. Bon, visiblement, vous avez convaincu tout le monde. Une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, alors, on va adjuger. Mais il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir accordé du temps, fait découvrir l'hydrogène pour la mobilité sous toutes ses formes. Et en espérant vous revoir bientôt sur nos ondes pour nous présenter par exemple les résultats des études qui ont été évoquées, mais qui sont encore en cours de publication. Merci à vous tous et très bonne journée. Merci à vous. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.